Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Dilemme de prêt, 25 ans avec apport ou 20 ans sans apport. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est vraiment consacré à un échange que j'ai eu avec l'un d'entre vous sur Instagram qui s'appelle Marie. Et Marie m'avait écrit un petit message pour m'expliquer qu'elle était en train d'acheter une colocation, mais qu'elle était face à un dilemme. Elle avait une première banque qui lui propose 25 ans avec un meilleur taux et une deuxième banque qui lui propose sur 20 ans avec un moins bon taux, mais pas d'apport. Donc, la question qu'elle me pose, c'est est-ce que c'est mieux la durée ou le pas d'apport ? Alors, déjà, premièrement, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que bravo Marie, parce que au moins tu as compris le système, que le but, c'est d'avoir le prêt le plus long possible et de mettre le moins d'apport possible. Donc, tu as compris la mécanique financière de l'effet de levier. Et donc, moins tu mets d'apport, plus ton effet de levier est puissant. Plus la durée de crédit est longue, plus ton effet de levier va être puissant longtemps. D'accord ? Il va se décroître moins vite. Bon, ça, c'est un peu technique ce que je viens de dire, mais grosso modo, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu comprends l'intérêt de l'effet de levier et que tu as bien compris que plus le prêt est long, plus tu bénéficies d'effet de levier pendant longtemps et moins tu mets d'apport, plus ton effet de levier est puissant. Mais en effet, le problème, c'est que qu'est-ce que tu fais si jamais il y a une banque qui te propose du 25 ans avec apport et du 20 ans sans apport ? Du coup, c'est quoi qui est plus important ? Donc là, j'ai envie d'attaquer sur 3 axes de réflexion qui sont très importants et que j'ai envie que vous ayez en tête lorsque vous avez ce genre de décision à prendre. La première chose, c'est est-ce que vous aurez assez de cash après avoir injecté cet apport ? En l'occurrence, j'ai dû demander à Marie combien est-ce qu'elle avait d'argent, combien est-ce qu'elle mettait d'apport et combien d'apport lui était demandé et combien il allait lui rester. Et en l'occurrence, elle avait 30 000 euros de côté. Elle allait injecter 15 000 euros d'apport et il lui allait lui rester 15 000 euros. Pour moi, dans le cas de Marie, il n'y a pas photo. C'est évident qu'il faut qu'elle parte sur le prêt sans apport. Déjà, parce que les 15 000 euros restants, on n'est pas à l'abri qu'elles doivent payer les meubles, la taxe foncière en attendant que le bien soit entièrement loué, etc., etc. Petit dépassement de travaux si jamais il y a des travaux et que ça a mal été calibré. Bref, donc les 15 000 risquent de fondre comme neige au soleil plus vite que prévu dans un scénario un petit peu pessimiste. Et en plus de ça, comment est-ce que tu veux enchaîner avec un deuxième bien dans 1 ou 2 ans si jamais tu te retrouves qu'avec 15 000 ou 10 000 euros sur un compte en banque? Là, c'est mort, c'est raté, c'est fini. T'es dead. Tu attends de re-enflouer tes caisses. Mais là, en fait, entre guillemets, t'es cramé pour ton prochain investissement. Alors que si tu as pris l'option sans apport et qu'il te reste donc 30 000 euros, peut-être que tu as un petit peu cramé pour X raisons pour les meubles, mais disons que tu te retrouves avec encore 25 000 euros, et bien là, ton dossier bancaire n'a strictement rien à voir si tu veux retourner voir les banques dans 1 ou 2 ans. En espérant évidemment que tu arrives à mettre de l'argent de côté, que tu aies du cash flow positif dans ta colocation, etc. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas photo. Dans le cas de Marie, c'est clairement le sans-apport qu'il fallait choisir. Et si, par hasard, vous avez plus de 100 000 euros de côté, ou peut-être 150 000 euros de côté, j'en sais rien, mais vraiment des grosses sommes, et ce qui fait que les 15 000 euros sont pas énormes, bon, ce serait pas une erreur de prendre le 25 ans avec apport. Moi, je serais plutôt sur le sans apport quand même, parce que je trouve qu'il faut être précautionneux et que les investissements suivants, vous risquez de vous demander de plus en plus d'apport. Mais voilà, c'était juste pour vous donner mon point de vue, que vraiment, le sans-apport, finalement, il est un peu roi par rapport aux 25 ans, même si, évidemment, le 25 ans sans apport, c'est le top du top. Donc ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Le deuxième
La deuxième réflexion que j'ai envie que vous ayez aussi, c'est combien de temps est-ce que vous mettez à retrouver ce même apport ? Ça, c'est important de se poser cette question. C'est-à-dire que, ok, imaginons que tu partirais sur le 25 ans. En fait, la différence entre le prêt sur 20 ans et sur 25 ans, je suis allée rapidement regarder sur Meilleur Taux pour faire le petit calcul de différence de mensualité. Et en l'occurrence, sur 25 ans, on est grosso modo à 530 € par mois pour 100 000 € empruntés, alors que sur 20 ans, on est à 600 et quelques, et des poussières. Voilà, taux en vigueur sur ce genre de choses. Donc on va arrondir, on va dire 70 € de différence. En fait, vous voyez bien que 70 € de différence de mensualité, ça vous fait donc 70 € de capacité d'épargne en plus pour rattraper 15 000 €. Je fais le calcul rapidement sur ma calculette en même temps. 15 000 divisé par 70 €, il va vous falloir 214 mois. Divisé par 12, ça fait 17 ans. 17 ans pour retrouver les 15 000 € d'apport que tu as dû mettre du fait que ce soit du 25 ans. Donc en fait, c'est un petit calcul rapide que je viens de faire, mais c'est pour vous rendre compte à quel point en fait l'apport est long à reconstituer. C'est vraiment très très long. Et le troisième et dernier point que j'avais envie de partager, et en l'occurrence, je n'ai pas échangé avec elle à ce sujet, mais j'aurais peut-être dû, mais bon, en même temps, elle fait pas partie des membres du club, donc je peux pas non plus coacher pendant des heures les personnes sur Instagram, je donne juste quelques pistes, et puis surtout quand ça alimente ma réflexion par rapport au podcast. Mais bon, elle n'en a pas parlé non plus, donc c'est vrai que c'était pas la question. Mais il y a un outil que je considère qui est quasiment de l'apport en boîte qu'il faut utiliser, et ça s'appelle le différé. Le différé de crédit, c'est un outil ultra puissant pour reconstituer ses économies. Alors peut-être que parmi vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire un différé. Le différé, c'est le fait que la banque, elle te prête de l'argent pour acheter un bien immobilier, mais tu lui expliques que tu dois faire des petits travaux ou des travaux, peu importe, des travaux, et que tu aimerais donc commencer le remboursement que dans 1 ou 2 ans, le temps que les travaux soient terminés. Les banques en général l'entendent très bien et trouvent cela très précautionneux de demander cela. Et dans ce cas, elles proposent 2 options, soit un différé partiel, soit un différé total. Évidemment, en général, ils proposent le différé partiel, mais vous pouvez pousser pour demander un différé total. Le différé partiel, c'est le fait que vous allez vous allez payer les intérêts, mais vous n'allez pas rembourser le capital. Donc, vous reportez le remboursement du capital à plus tard, donc à 1 ou 2 ans, mais vous commencez déjà à payer les intérêts. Alors que le différé total, lui, c'est carrément, vous ne remboursez ni les intérêts ni le capital. Les intérêts que vous n'aurez pas payés pendant la période de différé seront ajoutés au capital qui va devoir être remboursé. Et ça, en fait, c'est le Graal, parce que dans le cas du différé total, vous n'avez que l'assurance emprunteur à payer, mais vous n'avez pas donc de mensualité à régler, mis à part l'assurance emprunteur qui est vraiment une ligne spéciale aux alentours de 30, 50 €, 60 € en fonction de votre profil, de votre âge, etc. Et donc en fait, ce différé total, il est extraordinaire parce que ça va vous permettre de renflouer grosso modo tous les 100 000 € investis, au moins 500 € par mois dans votre capital. Donc imaginez, vous avez un différé de 24 mois, ça fait 12 000 € de reconstituer en apport pour un prochain investissement si jamais vous avez ce fameux différé total. Aujourd'hui, honnêtement, le différé total, c'est clairement le top du top parce que malheureusement, étant donné que les taux sont plus élevés qu'avant, le différé partiel maintient quand même une mensualité, même si vous payez que les intérêts, assez élevée parce qu'en fait, vous savez bien qu'au début, on paye plus d'intérêts que de capital. Donc en fait, en réalité, le différé partiel fait que le montant que vous allez payer tous les mois est assez proche de la mensualité réelle complète. Donc pour moi, le Graal, c'est vraiment le différé total, parce que finalement, indirectement, ça augmente votre capital emprunté. Et en fait, c'est une sorte de mécanisme de transvasement où, certes, vous augmentez votre capital emprunté, mais vous diminuez votre apport parce que vous réussissez à renflouer vos caisses
de 12 000 euros en 2 ans sur un montant de 100 000 euros. Donc c'est clairement pas négligeable du tout sur ce genre de budget. Voilà donc pour ma petite analyse dilemme de prêt immobilier. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez des questions. Alors je précise, quand vous me posez des questions sur Instagram, si jamais c'est des questions du genre « Hello, j'ai trouvé un bien immobilier, qu'est-ce que t'en penses ?» Là, ça marche pas du tout. Parce que premièrement, je ne vous connais pas. Donc, en fait, un bien immobilier peut être bien pour quelqu'un, VS moins bien pour quelqu'un d'autre. Donc, je ne connais pas vos objectifs, je ne connais pas ce que vous voulez, je ne sais pas votre dossier. Ce sont des choses que l'on étudie pendant plus d'1 heure en coaching individuel. Bref, c'est du travail de faire ça. Donc, je ne suis pas là pour vous dire si une annonce, elle est bien ou pas. Par contre, ce que je peux vous faire sur Instagram, c'est de regarder vos problématiques et vos réflexions et peut-être en créer des épisodes de podcast, et je vous réponds également sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des dilemmes, des questions comme Marie l'a fait. Ça peut m'alimenter sur des épisodes de podcast et c'est un grand plaisir pour moi pour y répondre. Je ne peux évidemment pas aller trop dans le détail parce que vous imaginez bien que je ne peux pas coacher toute personne gratuitement pendant des heures sur Instagram. Je fais de mon mieux. En l'occurrence, j'ai pu lui donner des pistes pour l'aider à ce moment-là. Mais vraiment, je suis intéressée par vos interrogations, vos problématiques du moment. Venez me les partager sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.